que apparemment tu passes ta vie aux toilettes, donc maintenant moi j'ai même pas envie de savoir comment je t'appelle, et à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'aventure, pour moi je t'appellerai Post-Caca. Post-Caca, Post-Caca, t'es Post-Caca maintenant. S'il te plaît, arrête. Aurélie, t'étais avec nous, ça va, et maintenant tu nous calcules pas sur Ça tombe de ma mère, tu redis que je suis une princesse, tu vas voir. Ah, je te dis la chose, c'est de poupée alors. Et là, En voyant cela, on s'est déjà tous demandé au moins une fois dans notre vie pourquoi Oh, warning. Comment en est-on arrivé à un niveau de clash aussi puissant? T'es pas un homme, tu es une omelette. Donc une escalope. Omelette. Comment tout cet art des embrouilles télévisuelles a commencé? Qui sont les pionniers de cette discipline? Tant de questions auxquelles finalement nous n'avons que si peu de réponses. C'est donc ce que je vous propose de voir ensemble dès maintenant, en retraçant toute l'histoire et l'envers du décor de ce business qu'est la télé-réalité. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake, cause I don't fucking care. Salut à tous les amis! Pour commencer, partons à la recherche des précurseurs, des créateurs de la télé-réalité. On a tous envie de savoir où et quand a commencé cette mascarade finalement. Ah oui, avant toute chose, on va définir qu'est-ce que la télé-réalité. C'est tout simplement un genre télévisuel dont le principe est le plus souvent de suivre la vie en communauté d'anonymes ou de célébrités. Excellent. C'est donc dans les années 70, plus précisément en 1971 aux États-Unis, qu'est apparue la première émission de télé-réalité nommée An American Family. Waouh, j'ai un accent de ouf. Le concept était simple. Il s'agissait de montrer en plusieurs épisodes le quotidien d'une famille américaine totalement inconnue au bataillon. Face au succès de l'émission et à l'aspect totalement innovant de la chose, le concept est repris directement en 1974 au Royaume-Uni, mais cette fois-ci avec l'émission The Family. Une fois de plus, cash money, easy money, c'est une réussite. À partir de ce moment, la BBC décida de produire en masse des émissions reposant sur le concept de la télé-réalité. L'Empire était donc en marche, les amis. Il a fallu attendre bon nombre d'années avant de voir arriver le phénomène en France. Je suis tout le temps en retard. La première chaîne française à franchir le cap est TF6, le 8 janvier 2001 avec son émission Aventure sur le net. Le principe était d'enfermer 3 équipes dans 3 appartements distincts totalement vides. Chaque équipe disposait d'un ordinateur connecté à internet via lequel elle devait trouver à se meubler avec un budget de 15 000 francs, c'est-à-dire quasiment 3 000 euros. Mais attention, le petit X si je puis dire, c'est que chaque équipe avait un temps de connexion plus ou moins long pour se meubler en fonction des épreuves qu'ils avaient remportées. Waouh! Quel jeu incroyable. Malheureusement pour vous, je suis obligé de vous montrer un extrait afin que vous puissiez voir ce à quoi cela ressemblait. Les filles ne foutent plus rien, mais alors ça devient le bise grave. Le bilan de ce week-end a été franchement super positif quoi. On a parlé énormément avec mes deux compères là, et c'était un régal. On leur a demandé de faire le plus gros œuf de Pâques, ça risque d'être assez spectaculaire. On est d'accord? C'est éclaté. J'ai l'impression que même moi je mets plus de budget pour la réalisation de mes vidéos. Mais le réel gros succès pour la télé-réalité française arriva seulement quelques mois après avec le Love Story en avril 2001. L'émission était produite par le groupe Endemol et reprenait le concept de Big Brother, un programme similaire qui avait su faire ses preuves dans les pays voisins. Mais alors quel était le principe du Love Story? Clairement, il y en a pas. On met 11 célibataires dans un loft filmé 24 heures sur 24 par 26 caméras et on regarde ce qu'ils font. C'est en quelque sorte du voyeurisme à ciel ouvert quoi. D'ailleurs c'est de là qu'on a commencé à starifier des gens pour la simple raison de leur existence, sans qu'ils n'aient aucun réel talent finalement. De la saison 1 du Love Story, on a vu sortir en véritable star nationale la candidate Loana, qui a marqué les esprits du simple fait qu'elle ait eu un rapport sexuel avec un autre candidat dans le jacuzzi du loft. Face au succès de l'émission et avec des pics d'audience de plus de 11 millions de téléspectateurs, les programmes de télé-réalité n'ont cessé de voir le jour. Actuellement, on peut même classer les émissions en plusieurs catégories. Ça va de la simple émission de vie en communauté telle le Love Story, on va d'ailleurs parler essentiellement de ce type de programme dans la vidéo, à des émissions de compétition comme Koh-Lanta où les candidats ne vivent pas du tout leur aventure de la même façon. Dans l'un, t'as la tête dans le pot de Nutella H24, et dans l'autre, t'as la tête dans la merde H24. Et sans Nutella en plus. On y retrouve aussi des émissions de séduction comme Les Princes de l'amour, L'amour est dans le pré, La Belle et ses princes, machin, bidule, truc, chouette. Muche. Où le but est tout simplement de repartir avec sa dulcinée, l'élu de son cœur. S'il y a une fille qui te propose de faire ça, tu fais. Ah non. Non mais t'avais envie de lui toucher les fesses? Bah ouais un peu. Ah ouais? Ouais.
C'est si romantique. Il y a aussi des émissions de rénovation, de mode de vie, de mise en scène de vedettes, de compétition culinaire, etc., etc. Bref, je vais pas vous faire toutes les catégories, mais on a décuplé le concept de la télé-réalité au maximum, je vous assure. Jusqu'à on a été maître des gens à poil sur une île déserte, et on a appelé l'émission Adam et Ève. Ils sont célibataires et à la recherche de l'amour, et ils ont décidé de se montrer tels qu'ils sont vraiment, c'est-à-dire entièrement nus. Voilà, allez, au revoir tout le monde. Ouf. Depuis 2001, beaucoup de choses ont changé dans le domaine, surtout la plastique des candidats. Pour certains, leur métamorphose est telle que même la reconnaissance faciale de Siri a du mal à fonctionner, c'est un délire. Quand je regardais des photos de moi d'avant, je me suis plus trop reconnue, donc j'avais eu un peu peur. On va dire que j'en ai trop abusé. Chaussette. Non allez, plus sérieusement. Selon une source sûre, pas trop sûre non plus, parce que c'est Loana, notre ancienne candidate du Love Story. La télé-réalité d'aujourd'hui est très différente. J'ai l'impression qu'on pousse les candidats à pleurer, à se disputer, à mentir, alors que dans le loft, l'ambiance était très bon enfant. Nos larmes étaient sincères et nos rires aussi, et nos coucheries dans le jacuzzi aussi. Ah non, ça c'est moi qui l'ai rajouté, excusez-moi. C'est vrai que avant les candidats allaient principalement dans ce style d'émission pour kiffer leur aventure, et coucher avec Jean-Kévin ou Pamela si possibilité il y avait. Mais ça s'arrêtait là pour 90% d'entre eux. Après, t'en as quelques-uns qui ont réussi à faire leur petit bonhomme de chemin, mais t'en as très peu. Par exemple, il y a Moundir en 2003 qui s'est fait connaître dans Koh-Lanta, et depuis on le retrouve en tant que consultant, animateur ou encore participant dans certaines émissions. Mais c'est un des seuls, si ce n'est le seul à perdurer. Aujourd'hui, c'est une toute autre histoire. Beaucoup de candidats participent à des émissions dans le but de se montrer et de faire le buzz afin d'exister dans le programme. Parce qu'il faut savoir que sans toutes ces histoires, t'es inutile aux yeux de l'émission. Et donc dans ce cas, la production n'aura plus besoin de toi à l'avenir. À en croire Jérém Star, une source fiable une fois de plus, la télé-réalité est devenue un vrai business. Aujourd'hui, on fait de la télé-réalité parce qu'après, il y a un véritable business à faire. Et aujourd'hui, finalement, apparaître dans un programme, c'est s'assurer après de faire des placements de produits, donc de gagner de l'argent sans s'emmerder à l'usine et en restant cette génération poil dans la main. Bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, ce qu'il dit là est réel. Maintenant, il y a un vrai business à créer après le tournage des émissions. Et on parle plus uniquement des shows, enfin d'actes de présence en boîte de nuit ultra malaisants comme cela se faisait essentiellement auparavant. Qu'est-ce que tu fais là? On n'est pas là pour ça, tu arrêtes. Dorénavant, de nouvelles sources de revenus sont disponibles grâce aux réseaux sociaux, essentiellement via des placements de produits à outrance par exemple. Pour certains candidats, leurs réseaux sociaux ne sont plus que de simples spots publicitaires. Que ce soit par le biais de stories ou de posts, les partenariats rémunérés envahissent leur Instagram. Certains en réalisent même plusieurs par jour, ce qui peut faire un sacré pactole à la fin du mois si leur cote sur les réseaux sociaux est importante. Car bien entendu, plus t'as de followers, de likes, et mieux t'es payé. Franchement, ça peut aller de 500 € à 1500 € pour un post, à même plus des fois. Ça dépend vraiment de ce que tu veux en fait. Pour assurer tous ces placements de produits, les candidats ne sont pas seuls, bien évidemment. Et oui, d'autres personnes en profitent et mangent des parts du gâteau. Magnifique. Magnifique. Depuis peu, on a vu l'apparition d'agences d'influenceurs, dont une essentiellement qui a su se démarquer des autres car elle compte sous son aile plus de 90% des candidats de télé-réalité. Cette agence se nomme Shona Events, elle a été créée en 2017 par Magali Berda qui est aussi actuellement chroniqueuse sur l'émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna. Pour faire simple, Shona Events élabore les collaborations entre les marques et les influenceurs digitaux. Elle établit des partenariats avec différentes enseignes et réalise la promotion de ces dernières via les influenceurs présents dans son agence. En 2018, elle affirmait d'ailleurs dans une interview qu'elle a accordée au Figaro, les candidats gagnent entre 5 et 25 000 € par mois avec les placements de produits. Selon le magazine Public, vous gagneriez 24 000 € par mois en placement de produits. Je gagne bien ma vie, après je vois pas pourquoi il y a Marion Cotillard qui fait des panneaux publicitaires, elle prend de l'argent, je vois pas pourquoi moi je le ferais pas si j'en ai parce que vous n'êtes pas une artiste. Ah bon? Ah oui. Mais il faut savoir que le business de la télé-réalité n'est pas tout rose et aussi lucratif pour tout le monde. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite dans notre prochaine partie. Bon, effectivement, pour les grosses têtes d'affiche, tout se passe bien. Entre placement de produits, apparition de façon régulière dans les différents programmes et ouverture d'entreprises à gauche à droite, leur avenir est plus qu'assuré. Mais qu'en est-il pour tous les autres oubliés de ce genre d'émission? Une fois de plus, notre reporter sans frontières, Jérém Star, a interviewé en 2017 une candidate qui, pour le coup, a fait des révélations assez choquantes sur certaines pratiques de candidates qui s'adonnaient apparemment à de la prostitution. Ça me choque de voir des collègues, en fait, des filles avec qui j'ai partagé des tournages, se livrer à ce genre de pratiques. Elles s'adonnent même à la scatophilie. C'est-à-dire que pour une somme encore plus élevée, elles vont jusqu'à se faire déféquer au visage. C'est pas très convivial, enfin comme accueil, on fait mieux quand même, hein. Ça paraît incroyable, mais finalement, tout est possible. Aujourd'hui, certaines personnes sont prêtes à tout, jusqu'à vendre leur corps au prix fort grâce au peu de notoriété qu'elles ont eu sur les réseaux sociaux. Ah ouais.
Et oui, business is business. Ensuite, pour bon nombre d'entre eux, le retour à la réalité est inévitable, car pas assez de buzz et donc délaissé du grand public. On a l'exemple parfait avec Evie, une ancienne candidate qui a dû se mettre à réaliser des prestations de danseuse en boîte de nuit pour s'y retrouver financièrement. Entre deux placements de produits, pour arrondir ses fins de mois, elle travaille au First. Gogo danseuse, tous les samedis soirs. Pour d'autres candidats, leur détresse et leur mal-être n'est pas due à des problèmes financiers, mais plus aux critiques et aux remarques qu'ils peuvent rencontrer via les réseaux sociaux. Erwan est éliminé et ne gagne pas un centime, et dès sa sortie du jeu, il est violemment pris à partie. Dans la rue ou sur son site internet, tout ce qu'il récolte, ce sont des insultes. Les choses qui m'ont le plus baissé, je pense que c'est quand on me dit que je devrais mourir plutôt qu'être là, que je devrais pas exister, qu'il n'y a pas de place pour moi dans ce monde et que je suis un monstre. Certains candidats sont allés jusqu'à se donner la mort, tellement la pression qu'ils pouvaient avoir face à ces critiques était forte. Pas plus tard que le mois dernier, Quentin Déhard, un jeune candidat de 27 ans, s'est suicidé. Même si on ne connaît pas toutes les raisons de cet acte, la pression médiatique doit y être pour beaucoup. Ses parents affirment que la télé-réalité l'a perdu. Et malheureusement, le cas de Quentin n'est pas isolé. D'autres candidats ont fini par se donner la mort. On peut citer FX, un ancien candidat de Secret Story. Sa mère affirme qu'après sa sortie de l'émission, son fils avait un comportement violent, ainsi qu'une consommation excessive d'alcool et de drogue. Ne sachant pas quoi faire de sa vie, il a accepté de participer à un nouveau programme télévisé nommé Carré VIP. Il ne se voyait pas refuser cette toute nouvelle opportunité. Mais l'échec cuisant avec l'arrêt soudain du programme a porté un coup violent à son moral et le candidat a fini par se donner la mort peu de temps après. Quand j'entends ça, moi je me dis que c'est du gâchis. Des jeunes comme ça qui ont la vie devant eux, pour leur famille c'est un cauchemar de vivre ça. Et sachez que des histoires de ce genre, il en existe des tas. On va pas toutes les citer, hein. Mais par exemple, Loana aussi a tenté de mettre fin à ses jours plusieurs fois après ses nombreux passages télévisés. Je me suis un peu perdue, je crois. Ça devient une période pas très facile, un peu un blackout, c'était un peu ça, les célébrités. Et dites-vous qu'en France, encore les candidats sont assez bien encadrés. Je vous laisse même pas imaginer les drames qu'il pourrait y avoir si tout cet univers n'était pas bien structuré et réglementé, comme c'est le cas dans certains pays étrangers. Dans certains pays, la production n'hésite pas à mettre leurs candidats en danger dans le but de faire grimper toujours plus l'audimat. On a l'exemple parfait avec cette vidéo tirée de l'équivalent de Secret Story en Russie, où l'un des candidats se prend littéralement un crochet du gauche plus un crochet du droit en direct à la télévision sans que la sécurité n'intervienne une seule seconde. Mais le pire, c'est qu'en cherchant un petit peu, on se rend compte que ce genre de scène est totalement banalisé et normal à la télévision dans certains pays. Il y a quelques années, Zelko, un ancien candidat de Secret Story en France, a participé à une émission serbe dont le nom est Parovi. Le concept de l'émission est similaire à celui du Love Story. On enferme une dizaine de participants dans un appartement et on les filme 18h sur 24 dans le but d'avoir un maximum de contenu à relayer. Et du contenu, ça ils en ont, puisqu'on peut retrouver des scènes de violence conjugale retransmises en direct, des bagarres quotidiennes ou encore des danses ultra osées de la part des candidates. Et le producteur de l'émission s'en réjouit même devant les caméras en affirmant: les audiences montent à chaque fois que les candidats se battent. Alors les bagarres, c'est bon pour nous. Pour en revenir à Zelko, notre candidat français, son expérience dans l'émission va vous faire froid dans le dos, puisque littéralement séquestré par la production, il pensait ne jamais pouvoir ressortir du programme. Pour quitter les lieux et rompre son contrat, la seule solution était de payer 20 000 €. Pendant plusieurs mois, il fut humilié et roué de coups par les autres candidats. Et comme dans une prison, il a même été à l'isolement pendant plusieurs jours, dans une cellule sans matelas ni chauffage, loin des caméras bien entendu, pour son comportement jugé inapproprié. Lorsqu'il a tenté d'avertir la production de son désir de quitter l'aventure, de nouveaux candidats, des hooligans, sont entrés dans le jeu dans le but de le tabasser. À entendre tout ça, on se croirait presque dans un film d'action. Mais je peux vous garantir que c'est bel et bien réel. Je vous laisse donc avec un extrait de vidéo où lors d'une interview, Zelko raconte le calvaire qu'il a vécu pendant l'émission. Ils envoient la sécurité, donc la sécu rentre et te prend et t'emmène dans une cellule de dégrisement. C'est 4 murs et un sol. Sans chauffage, rien. Et ils te mettent en isolement et tu peux rester de 2 heures jusqu'à 48 heures. Là, je suis en direct. Là, je dis maman, viens avec l'avocate, faut que je sorte de la maison sans moi ici, ils se foutent de ma gueule et ils me font passer pour un fou, et qu'ils me laissent pas rentrer à la maison. Et là, je lui dis, vous me gardez contre mon gré, je veux rentrer chez moi. Là, ils m'ont mis en isolement juste après ça. Franchement, quand j'entends ça, j'en reviens pas. Ça paraît tellement irréel, mais en France, on est à des années-lumière de tout ça, grâce au CSA qui régule le contenu audiovisuel que l'on peut voir à la télévision. Le pire qu'on puisse avoir ici, c'est une candidate qui nous détruit les tympans en essayant d'imiter le cri du cochon. Et encore, hein, elle y arrive à moitié. Dégage là-bas! Tu dégages là-bas! Tu vas pas te provoquer! Dégage de mon espace! Pourquoi tu viens à côté de moi? Pas chez toi!
Voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo, même si on pourrait discuter pendant des heures et des heures sur ce sujet si on voulait. Pour conclure, on voit bien que la télé-réalité aujourd'hui c'est devenu un vrai business. Que ce soit pour les candidats ou les productions, tout le monde y trouve son compte en général. Dans le lot, on y trouve malheureusement quelques affaires dramatiques, et c'est pour cela que je souhaite alerter les plus jeunes qui prennent ces candidats en modèle et souhaitent plus tard faire de la télé-réalité. Sachez que tout n'est pas rose et vous risquez de ne plus être maître de votre image une fois à l'intérieur du programme. Même si le CSA régule énormément le contenu audiovisuel en France, une fois les rushs enregistrés, la production a peut décider de montrer ce qu'elle veut de vous, et bien entendu vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Donc faites attention à vous surtout. Moi en l'occurrence ici je suis maître de vous montrer ce que je souhaite, puisque c'est moi qui réalise mes montages, malheureusement. Ouais, j'ai pas encore assez d'argent pour payer quelqu'un, mais ça viendra. Ça viendra. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, comme d'hab, n'hésitez pas à la liker, à la partager aussi, puisque vraiment ça m'aide énormément dans ma quête de YouTube Money. Ouais. Allez, prenez soin de vous et de votre famille surtout. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous kiffe la famille. Balibalo dans son cercueil, bandait encore comme un chevreuil. Avec sa bite en arc de cercle, il parvint à soulever le couvercle. Balibalo est un salaud. Et voilà, c'est fini. Ouah, j'ai plus bossé pour cette vidéo que pour réaliser mon mémoire de fin d'études. Et je te promets que c'est vrai. Et sachant que j'ai eu 17 sur 20 mon mémoire, quelle note me mettrais-tu pour cette vidéo? Et si tu mets pas minimum 17, ton avis il compte pas, je suis désolé. C'est juste que t'es un gros rageur. Allez, n'hésitez pas à débattre en commentaire, franchement, je vais essayer de répondre à pas mal d'entre vous. Et sur ce, bisous sur vos boutons pleins de pu.